Let's go. Hello Mr. Davis, on est bien dans 228 grammes de business. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le podcast qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de business pour le continent africain, pour la jeunesse africaine, mais également pour la jeunesse en Europe et ailleurs dans le monde. J'ai avec moi Mr. Davis, comme j'ai pu le dire précédemment. Et aujourd'hui, la thématique est vraiment une thématique qui va l'intéresser parce que c'est un expert de cette thématique. C'est les startups africaines peuvent-elles concurrencer les entreprises européennes? J'en dis pas plus. J'espère que tu vas bien et je te laisse lancer le sujet. Oui, HB, merci beaucoup de me recevoir toujours dans notre podcast commun. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu viens de le notifier dans l'introduction, nous allons aborder une thématique dans laquelle je suis un peu plus à l'aise parce que c'est un domaine que je côtoie. Il va s'agir des startups africaines face à la concurrence européenne. Alors déjà, il faut noter une différence entre une startup et une entreprise. Je pense que beaucoup de personnes le savent, une startup est plus flexible alors qu'une entreprise est plus rigoureuse. Donc aujourd'hui, avec la montée des startups africaines, je pense que on a aujourd'hui beaucoup de startups, que ce soit au niveau de la tech, que ce soit au niveau de la finance, ou on appelle des fintech encore, ou encore au niveau de l'agritech, ok? Toutes les startups qui font de l'agriculture ou qui innovent ou qui mettent en place, d'accord, euh, de l'informatique, ok, des notions d'informatique, de l'IA et tout ce qui va avec l'agriculture. Et on a aussi l'e-commerce, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a des startups qui sont dans l'e-commerce. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur comment est-ce qu'aujourd'hui le marché mondial fonctionne. Comment est-ce que le marché, les coulisses, d'accord, de, euh, des startups fonctionnent. Souvent, on entend parler de terminologie, valo, chiffre d'affaires, injection de fonds, VC, venture capital, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, nous sommes là pour aborder tout ça de pas à pas. Mais déjà, la problématique qui nous tient à cœur ici aujourd'hui, c'est les startups africaines ont-elles les ressources nécessaires, ont-elles les structures nécessaires, ont-elles les stratégies nécessaires, autant pour moi, pour pouvoir gérer, pour pouvoir rivaliser avec les startups européennes, américaines, asiatiques et tout ce qui va avec. Je pense que pour ma part déjà, aujourd'hui, il y a une grosse montée en force des startups africaines, d'accord? En ce qui concerne l'innovation, autant pour moi, des solutions simples, d'accord? Comme les M-Pesa, les Paystick, les Wave et tout ce qui va avec, quoi. Aujourd'hui, on a tellement de startups qui sont plus dans le clivage, d'accord? Des solutions informatiques. Et aujourd'hui, quand on parle de startups, 60% de la population aujourd'hui en Afrique a moins de 25 ans. Et la plus grande partie, ok, ce sont des personnes qui se lancent dans ce domaine assez fulgurant. Mais aujourd'hui, je vais plutôt parler aussi de l'adoption rapide du mode digital, mobile first. J'entends quoi par là? Aujourd'hui, la plus grande partie des startups, d'accord, se focalisent, sont plus rentrés dans le domaine de quoi? De l'informatique. Et je pense que c'est pas quelque chose, d'accord, de très cool parce qu'aujourd'hui, combien de personnes, d'accord, combien de personnes sont capables, d'accord, de rentrer, ok, dans le domaine de l'agriculture, bien de financer une startup dans le domaine de l'agriculture. Il y en a très peu. Mais aujourd'hui, on peut voir que beaucoup de personnes se lancent dans tout ce qui touche au numérique parce que le numérique, c'est ce qui est en vogue, d'accord? Le monde est devenu un petit village planétaire où tout le monde tac, 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 tac. Donc, top, je pense qu'aujourd'hui, je vais aussi parler de modèles scalables, d'accord? Comment est-ce que on crée une startup et comment est-ce qu'une startup, d'accord, évolue au fil du temps, d'accord, pour pouvoir devenir ce qu'on appelle peut-être une licorne et tout ce qui va avec. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut noter, c'est simple. Une startup, avant de créer une startup, il faut une idée. Et quand je parle d'une idée, il faut juste une idée qui résout un problème. Assez simple que ça. Donc, dès que l'étape est validée, dès que comment dire, le triage là est validé, il faut maintenant penser à quelle solution nous allons déployer. Et nous allons déployer cette solution-là de quelle manière? Est-ce d'une manière euh, euh, assez euh, numérique ou c'est juste une solution qui va être utilisée sur le long terme? D'accord? On va même parler de ce que je vais appeler des business one-shot et des business à modèle récurrent. Donc, euh,
Une startup, d'accord, une startup avec un modèle récurrent, c'est une startup dans laquelle le produit ou la solution qui est vendue, d'accord, rapporte toujours de l'argent, d'accord, chaque fois qu'une action est répétée. Alors qu'un business, une startup dans laquelle, ok, le business model, d'accord, autant pour moi, est, est one shot, c'est dans lequel on doit pouvoir vendre le produit une seule fois. Je prends l'exemple, ok, d'une SaaS par exemple. Une SaaS, ce sont comment dire, les soft à service. Aujourd'hui, on a beaucoup de SaaS en ligne. Je prends l'exemple de Wave. Wave, c'est une SaaS. Je prends l'exemple de Remove BG, par exemple, c'est une SaaS. Je prends l'exemple de System.io, c'est une SaaS. Je prends l'exemple encore de qui, par exemple. Je prends l'exemple de qui. Il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a tellement aujourd'hui de SaaS. Trello, Notion, ce sont des SaaS. Et c'est ça, c'est à chaque fois que quelqu'un va venir, d'accord, payer un abonnement, on parle d'abonnement, payer un abonnement, automatiquement, le business model, OK, va scaler. Parce qu'on n'a pas besoin de personnes derrière ça pour pouvoir tourner. Donc, ce sont des business models qui sont scalables. Mais aujourd'hui, en Afrique, on remarque, d'accord, que le défi majeur des Africains aujourd'hui, OK, c'est l'accès au financement. Et cette question de financement-là, je vais revenir tout de suite. Je te laisse rebondir et je reviens sur les défis majeurs auxquels aujourd'hui les Africains font face réellement dans ce clivage-là, dans ce écosystème-là de start-up. Merci de ton speech, c'était très, très intéressant. Pour te répondre, concernant le financement, je pense que c'est là l'un des points faibles du continent africain. Les points forts sont, par exemple, que c'est un continent jeune en termes d'âge, en termes d'innovation, euh, mais après, le manque d'infrastructures, en point faible, le manque d'infrastructures, dont les infrastructures, dont les corporations financières, le manque de sérieux du système financier dans bien des pays, euh, y compris pour des grosses banques africaines, par exemple, qui ne sont pas au niveau du sérieux comparable à ce qu'on a en Occident, euh, est un point majeur de pourquoi, pour moi, à l'échelle d'un continent de plus d'un milliard de personnes, il y a que M-Pesa et quelques autres qui valent le coup. Pourquoi? Je pense qu'en fait, voilà, la sécurité financière et le manque de financement vient de l'insécurité financière du continent. C'est-à-dire que pour une diaspora, investir dans un pays, c'est une galère. Moi-même, pour ouvrir un compte, c'est une galère. Euh, la conversion des taux monétaires, la rentabilité également, il faut parler de ce qui est intéressant également. La rentabilité, c'est compliqué pour financer une startup en Afrique, sachant que même en Europe, une startup sur 10, il y en a peut-être 8 qui vont échouer. Donc, il y a 8 startups qui vont perdre de l'argent sur 10. Euh, L'atout est la jeunesse, la création, l'innovation. Ce qui est très intéressant avec le continent africain, c'est qu'en fait, c'est le seul continent au monde qui est passé de l'argent cash, du liquide, des billets, hein, des papiers, directement à la crypto-monnaie, par exemple, en termes de paiement, ou en tout cas le paiement à distance. Nous, on a PayPal en Europe, mais il y a Flouz, voilà, il y a Timoni, il y a des trucs comme ça, par exemple au Togo. Mais non, ils n'ont pas eu l'étape carte de crédit, ou très très peu. Alors qu'en Europe, ça fait plus de 20 ans qu'on utilise, 25 ans qu'on utilise des cartes de crédit, et c'est pour nous aujourd'hui le mode de paiement le plus utilisé. Très peu de gens utilisent encore le cash en France. Euh, donc l'Afrique a vraiment, par sa jeunesse, jumpé, grimpé, s'est lancé dans le monde numérique en adoptant les crypto-monnaies, en allant dans les startups, la culture des startups, la culture des paiements mobiles comme M-Pesa, entre guillemets. Euh, sans passer par la carte de crédit. Je pense que ça, c'est un avantage. Et par contre, l'insécurité financière et l'insécurité, l'instabilité euh, de certaines banques, de certains moyens de financement qui sont parfois assez opaques, empêchent, je pense, à avoir des startups qui peuvent être dans le cas de comme Slack, comme du Trello, comme du Slack, comme du System.io, comme tu l'as dit, etc. J'ai vu des Ivoiriens récemment lancer une marketplace un peu similaire à System.io, j'ai oublié le nom. C'était sympa. Moi, d'un point de vue européen, c'était sympa comme plateforme. Mais par rapport à l'Europe, un Européen lambda, entre guillemets, verra les défauts et n'aura pas confiance, par exemple. Même si c'était très très bien exécuté quand même, mais on voyait quand même qu'il y avait il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance pour mettre de l'argent dedans. Donc voilà, c'est ce que je peux en dire. Il y a une insécurité financière qui fait défaut, qui pêche.
Maintenant, comment remédier à cela? Je pense que, voilà, vous connaissez mon discours, hein. Je pense que la diaspora peut vraiment apporter leur pierre à l'édifice pour ça, mais également, pourquoi pas, des aides extérieures d'autres continents, d'autres pays, des partenariats avec la Chine, avec la Corée du Sud, le Japon. Pourquoi pas? Les États-Unis, pourquoi pas? La question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça se fait qu'entre guillemets, au niveau des startups, le continent africain est friand des startups, peut-être même plus aujourd'hui que des entreprises. Bon, merci beaucoup, HB, pour ta question. Pour répondre à ta question, je vais faire un peu de l'ironie en posant des questions aujourd'hui encore aux Africains. D'accord? Aujourd'hui, tu viens de dire tout de suite que il y a une plateforme qui a été lancée en temps. Aujourd'hui, lorsque tu veux lancer une startup, lorsque tu es dans le domaine de startup, surtout qu'on a connu, d'accord, je vais l'appeler un retard considérable au niveau des objets numériques, au niveau de la numérisation, de la digitalisation. Aujourd'hui, lorsque les Africains veulent lancer une startup, là, pour l'histoire dont tu parlais tout à l'heure, le fait de lancer une plateforme, le fait de lancer une marketplace, on doit respecter certains normes. Il faut déjà aussi que la partie design, la partie conformité juridique, la partie sécurité informatique soit réglée. Un Européen ne peut pas, d'accord, ne peut pas aujourd'hui juste voir une plateforme, d'accord, ou une marketplace comme ça et mettre sa carte de crédit et faire confiance. Non. Quand il n'y a pas certaines normes qui sont respectées, quand il n'y a pas certaines informations, d'accord, qui sont, comment dire, qui sont en jour, comme les politiques de confidentialité et tout ce qui va avec. Mais ma question aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, on voit beaucoup de startups qui naissent en Afrique. On en voit énormément. Mais le défi majeur aussi, ce n'est pas forcément, mais c'est aussi le fait que en lançant une startup, on pense devenir riche. En lançant une startup, on pense que juste, il faut lancer une startup parce que j'ai envie de lancer investisseur, ça fait pratiquement, banalement, bientôt 5 ans. Et quand je vois une boîte, d'accord, tant pour moi, qui va éclore, je le sens. Quand je sais que cette boîte-là a quelque chose de vraiment très intéressant, j'y investis. La semaine passée, j'étais à une présentation de projet, d'accord, d'une application, ou encore, je ne sais pas d'une application, mais d'un micro-logiciel, d'accord, micro-logiciel qui s'appelle Dawn, qui est dans tout ce qui touche le recrutement RH, les fiches de paie, tout ça. Et déjà, quand moi, je vois une startup qui va éclore, je le sens. Même si j'ai été invité par un collègue, d'accord, qui est revenu récemment de la France pour lancer ça, je sens réellement que, ah, là, ça peut donner. Donc, aujourd'hui, dans un premier temps, il faut que les Africains comprennent que en lançant une startup, il faut respecter aussi, il faut se conformer aux normes internationales et il ne faut pas juste dire que je veux faire juste une levée de fonds et bah, je fais la levée de fonds. Non. Aujourd'hui, il y avait l'histoire de la licorne américaine qui a déboursé des milliards pour investir dans. Mais ma question, je pose une question souvent. Quand on part faire une levée de fonds, de toutes ces sommes-là, bah, réellement, c'est pour faire quoi? Parce que chez nous en informatique, on parle de scalabilité. Chez nous en entrepreneuriat, on parle de scalabilité. Mais quand on parle de scalabilité plus dans le côté informatique, plus le côté entrepreneuriat, là, on essaie de dire que lorsqu'on va pouvoir lancer le business va se scaler au fil du temps comment dire, de lui-même. Mais aujourd'hui, on fait une levée de fonds à la hauteur de cette somme-là, alors que l'application est déjà en ligne. L'application est déjà prête. L'application est déjà opérationnelle. Tout le monde l'utilise déjà. Mais la levée de fonds, c'est pour acheter une voiture, le déjà besoin d'une voiture, ou bien quoi. Ou bien c'est pour partager entre eux. Donc aujourd'hui, les Africains se lancent dans ce défi-là de chercher des financements, les yeux bandés. Et bizarrement, je pensais que moi, de mon côté, que Wave, non, au moins eux, ils auront l'esprit, au moins décent, de comprendre cette histoire que je cache derrière l'histoire de levée de fonds. Parce qu'on sait que la levée de fonds, la plupart, quand tu es investisseur, tu sais que la levée de fonds, bah, c'est pas chaque fois qu'on donne, hein. Ouais, ça, c'est un gros secret que je suis en train de révéler. Peut-être que mes amis investisseurs de griffe ne vont pas aimer, mais quand on parle de levée de fonds, c'est pas chaque fois que si on dit la levée de fonds à 15 millions, on va mettre 15 millions sur la table. Non. Parfois, on analyse et on se voit, OK, bon, ce startup-là ne mérite pas réellement 15 millions. Mais pour faire bonne impression, pour harmoniser les histoires de médias, ben, on laisse les sommes comme ça. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'accès au financement, certes, mais il faut réellement que les Africains comprennent la nécessité de financement. On ne peut pas financer un projet, d'accord? On ne peut pas financer un projet et à la longue, on voit que le projet ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a déboursé des milliards, en fait, des milliards
de dollars, d'accord, dans le financement d'eux-mêmes. C'est pour faire quoi? C'est pour construire des immeubles? Non. Ils ne sont pas dans le BTP. Ils sont pas ils sont dans la tech. Et dans la tech, les modèles sont scalables. Mais ça me donne un peu de la nausée, d'accord? Ça me donne un peu de la frisson de voir que ces structures-là, qui sont des structures vraiment, je vais dire, je sais pas, africaines, parce qu'elles sont presque internationaux, accepter ce genre de trucs-là. Et aujourd'hui, ici au Togo, on n'a pas tellement de startups qui sont dans le côté paiement. Le plus bizarre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut se lancer dans l'histoire de paiement en ligne. Tout le monde. Et tu passes par là, tu reçois tes messages, non, c'est Payticket, c'est toi Ticket, c'est ici, il y a des noms bizarres et tout le monde veut juste se lancer dans cette carrière de choses-là. Mais la chose qu'il faut vraiment remarquer, c'est qu'il manque de la data, il manque de la donnée à ces startups pour fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique constitue encore une mine d'or pour les startups qui veulent se lancer. Il y a plusieurs domaines. Et aujourd'hui, il y a un problème de ce que j'appelle l'inégalité dans les montants et dans les accès au capital. Il y a une grosse inégalité parce que les montants donnés ne sont pas les montants réellement qui sont investis par la suite. Et souvent, l'investisseur européen, l'investisseur occidental, quand il vient investir dans une startup africaine, il s'attend à ce que la boîte, atteigne une valeur donnée. Mais bizarrement, on voit que les boîtes, la plus grande partie des boîtes, à part quelques boîtes, comme tu viens de citer, M-Pesa et Paystack, arrivent à s'en sortir dans cette priorisation-là. Mais la plus grande partie des boîtes n'arrive pas. Et c'est un manque de quoi? On va dire manque de structure. Ça, je peux le concéder. Mais il y a ce que j'appelle quoi? Le manque de data sur les informations. Quand on n'a pas les données réelles, quand on n'a pas les données dans son secteur, on veut se lancer, on sait déjà que dans le secteur des paiements en ligne, des paiements mobiles en ligne, tout ce qui va avec, il y a tellement de milliers qui sont déjà sur le terrain. Qu'on doit venir, qu'on veut venir, il faut faire ce que j'appelle une étude de marché approfondie. Il ne faut pas juste dire que non, comme telle personne fait ça marche, je vais aussi le faire. Ça peut s'appliquer dans certains domaines. Dans le domaine de l'hôtellerie, par exemple, si je prends la côte au niveau de la CINI, en Côte d'Ivoire, il y a des complexes d'hôtellerie là-bas. C'est parce que ça fonctionne. C'est pourquoi une personne va vouloir investir dans ça. Mais pour les choses qui révèlent, d'accord, qui révèlent du domaine numérique, il faut faire des analyses. Il faut de la data. Donc, pour ma part aussi, il y a des barrières réglementaires aujourd'hui qui empêchent aussi certains pays africains d'avoir accès à certains financements, surtout côté start-up. Mais je pense que ces barrières, si quelque part, ont été créées par encore ces jeunes ne savent pas réellement où se placer, d'accord, lorsqu'on parle de start-up réellement, où se placer lorsqu'on parle de valorisation, où se placer lorsqu'on parle de chiffre d'affaires. Moi, quand je viens me pitcher un projet, je me pose peut-être une question, une question assez technique parce que les startups, ça rend à ce que j'appelle la technicité. Ouais, tu peux pas te lever un beau jour et sur un coup de tête lancer une startup. Non. Mais quand moi je viens, je lui pose peut-être une question. Ta startup plutôt, elle sera valorisée à combien comment dire, de valeur sur tel nombre d'années. Tu as déjà fait tel chiffre d'affaires ou bien le bénéfice net, c'est combien? Et si on me confond bénéfice net avec chiffre d'affaires, on me confond marge avec valeur, on me confond test avec tel, mais ça décourage, ça ne donne pas envie de vraiment aider. Donc, pour ma part, avant même que la diaspora puisse revenir, parce que la diaspora aussi est là-bas, la diaspora aussi réfléchit. Mais si la diaspora veut vraiment revenir au pays ou bien revenir au Bercail, il faut des séries d'informations et de formations pour aider vraiment les jeunes à pouvoir relever ces défis majeurs. Je pense que pour ma part, ça serait en fait ça. Yes, c'est très très intéressant quand on parle de M-Pesa, de Paystack, etc. On parle de pays comme le Kenya, par exemple, pour M-Pesa, qui sont des pays anglophones. C'est également intéressant de dire ça parce que, hormis Wave, au Sénégal, c'est une question que je vais te poser, quelles sont les startups d'Afrique francophone qui pèsent? On a Yassir, etc. Mais hormis Wave, en fait, les 3-4 autres grosses sont en Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, quelles sont, hormis Wave, les plus grosses startups? C'est quelque chose qui reste en suspens. C'est une question que je te pose. Pourquoi, à ton avis, en Afrique francophone, c'est un peu plus compliqué? Alors, pour l'Afrique francophone, je dirais que c'est encore une fois le domaine que j'aime le plus parce que quand il s'agit de la francophonie, ce sont des questions que je traite vraiment avec délicatesse. Et pour ma part, rapidement, je pense que dans un premier temps, d'accord, aujourd'hui, il y a ce manque d'harmonisation là,
dans la francophonie. Pourquoi? Parce que quand une startup francophone veut se lancer sur le marché, elle ne le fait pas parce que elle veut vendre, elle veut refléter quelque chose. Elle le fait parce qu'elle veut suivre les autres. C'est ce que j'appelle du suivisme. Aujourd'hui, en francophonie, cette question de suivisme revient beaucoup. Cette question de mimétisme-là, c'est que on veut suivre la tendance, mais si on veut copier la tendance, aujourd'hui, j'ai fait un post sur Facebook, je ne sais pas si tu as déjà connu sur Facebook, mais j'ai fait un post où je disais que aujourd'hui, nous avons mal copié le système éducatif, nous avons mal copié la politique, nous avons mal copié le système monétaire, nous avons tout mal copié de l'européen, sachant pertinemment que si nous avons pu copier ça réellement et de manière assez positive, nous aurons pu avoir les mêmes résultats qu'eux. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, en Afrique, francophone, surtout francophone, quand on lance une startup, on le lance parce qu'on veut se dire, je veux remplir mes poches. L'argent de la startup n'est pas ton argent. Aujourd'hui, il faut que les startups africaines, les jeunes startups, OK, comprennent que l'argent de la startup n'est pas leur argent. Il faut faire une différenciation. Si je veux maintenant partir en congé, peut-être à Ibiza, je ne peux pas prendre l'argent de mon entreprise pour le faire. L'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. Peut-être que ton entreprise peut être valorisée et cette valeur-là peut rentrer dans ton patrimoine, mais ce qui est ton patrimoine n'est pas forcément ton argent. Donc aujourd'hui, pour ma part, la question est vite répondue. La question est vite répondue. Il y a cette instabilité-là même dans la partie francophone, où lorsqu'on parle de start-up, on a déjà une idée rivée, OK, sur des plages hawaïennes, sur, je sais pas, une Mabuc M2, sur les histoires de Rolex, les histoires de Bugatti, Chiron, tout ce qui va des Ferrari. On pense que non, on va devenir start on va faire une levée, grosse levée de fonds, puis on va devenir riche. Ça, c'est la mentalité francophone, en fait. On pense que lorsque je vais lancer une start-up directement, pif, bam, c'est parti. Il va avoir un investisseur, ou bien il va avoir, comment appelle-t-on, un venture capital, ou bien il va avoir un business angel, OK, qui va venir, qui va sauter des ailes et il va venir investir peut-être 4 millions de dollars, d'accord, bien, ou bien, je sais pas, peut-être 1 million de dollars dans ma startup, et puis je vais gloire, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment que les startups africaines reviennent, OK, à la norme, reviennent demander conseil, OK, auprès des gens qui sont déjà dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, la première fois, les francophones n'aiment pas demander conseil. Alors que je vois beaucoup que, au niveau des anglophones, il y a cette culture encore, OK, de la connaissance qui est là chaque fois. Bien, excuse-moi, la fossé qui est entre les anglophones et les francophones est tellement, tellement large et elle sera toujours large jusqu'à la fin de. Yes, yes, yes. Je comprends tout à fait. J'ai bien vu ton post qui est Facebook qui est qui est très piquant, on va dire, très piquant. Mais c'est important de poser les choses pour vraiment développer les pays et le continent. Euh, Ça, je l'entends. Une petite statistique très intéressante sur les startups. Pourquoi les startups d'Afrique francophone sont très peu nombreuses à succès, entre guillemets, pourquoi les startups à succès en Afrique francophone sont peu nombreuses, sachant que l'Afrique francophone subsaharienne, donc l'Afrique noire francophone, c'est à peu près aujourd'hui 300 millions d'habitants, donc c'est à peu près la population des États-Unis d'Amérique. Euh, donc c'est un chiffre marquant. Si je fais mes calculs, 4, ça fait presque 5 fois la population de la France, l'Afrique francophone. Et pourtant, en France, on a des startups, bref, le gouvernement dit qu'on est le pays de la startup nation, ceci, cela. Bon, on a des startups, mais on n'est pas les plus brillants, mais on a des startups. On a des grandes personnes comme Anthony Bourbon, par exemple, actuellement, ou Éric Larchevêque qui ont des startups et qui sont vraiment intéressants, très brillants. Euh, mais c'est vrai que le monde anglophone, et je pense que tout cela est dû à l'histoire, et je pense que, entre guillemets, les pays d'Afrique francophone ont copié un peu la mentalité française de par l'histoire, et idem pour les pays anglophones d'Afrique avec, euh, avec l'Angleterre. Je pense qu'ils ont une culture un petit peu plus capitaliste et preneur de risques, entre guillemets. Ils prennent plus de prise de risques et ils ont plus d'ouverture d'esprit business en Afrique francophone, anglophone, pardon. Et en francophone, en fait, ils vont copier les tares. Ils vont copier les tares, les mauvais côtés de la culture française qui est très peu capitaliste et très peu axée sur le risque et sur le dépassement de soi, alors que ça, c'est beaucoup plus anglo-saxon. Et ça se ressent beaucoup avec des pays anglophones comme le Nigeria ou le Ghana ou même le Kenya avec M-Pesa qui prennent plus de risques, qui sont, je dirais pas plus formés, mais qui sont à la pointe.
Et quand tu parles de Know Your Customer, de KYC, avec un Ghanéen, il sait de quoi il parle. Tu parles de ça avec un, je sais pas moi, avec un Malien, etc., c'est autre chose. Peut-être qu'il va connaître, mais c'est moins dans la culture. Comme un Français, tu vas lui poser la question, il va moins connaître ce terme-là qu'un Anglais. Et je pense que c'est pas dans la culture de prendre des risques, de créer des startups, de lever des fonds. On le fait en France, mais beaucoup moins qu'en Angleterre, par exemple, ou beaucoup moins qu'aux États-Unis. On n'a pas de Silicon Valley en Europe. On n'a pas ça tout court, enfin, en tout cas en France, pardon. Donc je pense que c'est lié également à l'Afrique francophone, à l'histoire de France et à la mentalité française. Et voilà. Donc la question que je te pose, c'est selon toi, quelles sont les choses à prendre conscience, sur lesquelles il faut prendre conscience pour vraiment aller de l'avant en Afrique francophone là-dessus, sur la création de start-up et surtout pas sur créer une start-up pour créer une start-up, mais sur créer une start-up à forte valeur comme Wave. Qu'est-ce qu'il manque? Quels sont les ingrédients manquants? Alors, merci beaucoup pour ta question. Je pense que déjà, la question qu'il faut se poser, c'est en Afrique ici, lorsqu'on veut poser un pas dans le business, lorsqu'on veut poser un pas dans la création de start-up, il faut toujours poser la question primordiale. Qu'est-ce que j'apporte de nouveau en fait? Qu'est-ce que j'apporte de vraiment concret? Parce que si j'apporte rien de concret, est-ce que ma startup va pouvoir suivre sur le long terme jusqu'à devenir peut-être une école, mais jusqu'à devenir une entreprise à part entière? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que on sommes dans ce qu'on appelle le manque d'information. Et ce manque d'information-là pousse donc les jeunes francophones, les jeunes africains francophones, d'accord, pour moi, à se lancer juste dans la création de startup parce qu'on se dit, bon, pour créer une startup, il faut rien de grand. Il faut juste un ordinateur, il faut un logo, il faut une charte graphique, il faut un site web, il faut un landing page, puis on lance tout ça, puis c'est carré. Non, c'est pas carré. C'est pas du tout carré. Et je pense qu'il y a un gros problème sur ça. Aujourd'hui, la fois dernière, j'ai reçu un jeune constant en appel Zoom et il a vu un de mes posts lorsque j'étais sur mon ancien compte et il demandait un financement. Je lui pose certaines questions, tac, 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 il n'arrive pas à répondre. Et j'essaie de reconvertir cette question-là en données, d'accord, en donnant un formulaire pour qu'il puisse répondre. Mais je vois que non, il ne maîtrise pas son sujet, d'accord? Il ne maîtrise pas réellement son propre projet. Tu peux pas te lancer un projet, ok, dont tu ne maîtrises rien, dont tu es incapable, d'accord, de parler, dont tu es incapable de défendre avec des argumentaires. Quand tu viens tantôt aussi de le dire, les anglophones aiment prendre des risques. Surtout, le côté risque, c'est un côté qui n'est pas tellement existant dans la francophonie parce que quand on a déjà copié mauvaisement, on a copié aussi de manière assez bâclée, d'accord? Les Français, encore, excuse-moi encore une fois le terme, on se retrouve dans quoi? Dans ce sillage de données-là que on se dit, bon, si je le fais, ça ne marche pas, je vais encore ouvrir comment il y a une autre. Aujourd'hui, je pense qu'avec Wave, Wave a de la chance. Wave a beaucoup de la chance. Je veux dire même que c'est une grosse chance pour eux parce que ils auraient pu aussi tomber. Parce que nous sommes tous dans ce clivage-là, ils auraient pu tomber. Mais s'ils n'ont pas pu tomber, ça veut dire que quelque part, c'est avec l'apport, ok? C'est avec certaines données qu'ils ont eues, ok? De par différents investisseurs qui sont notamment américains. Je rappelle encore une fois qu'ils sont notamment américains parce qu'aujourd'hui, la valorisation de la boîte ou bien les parts de la boîte sont plus, les actionnaires de la boîte, autant pour moi, sont plus étrangers que quoi, africains. Donc aujourd'hui, les opportunités aujourd'hui pour pouvoir avoir, pour concurrencer, je vais en parler tout de suite. Et je vais aussi enchaîner, d'accord, avec l'écosystème dont je parle, dont je sais que les Africains peuvent utiliser aujourd'hui pour rentrer dans cette nouvelle ère de startup. Parce qu'aujourd'hui, la Startup Nation, comme tu viens de le dire, la France, il y a de personnes vraiment formidables que j'adore beaucoup, d'accord, comme les Lachevet, comme Antoine Bourbon, qui sont vraiment des modèles, ok, parce que ce sont des modèles de résiliation, ok, de résilience en soi. Et aujourd'hui, les Africains, surtout les jeunes startups, quand ils se lancent dans ce genre de truc-là, n'aiment pas la résilience. On veut déjà lancer une startup, ok, à 18 ans, on commence par mentir que non, déjà à 20 ans, je vais commencer par faire des voyages sur, je sais pas, sur Dubaï et tout ce qui. Donc, on a ce lifestyle-là, d'accord. Il y a cette, encore une fois, excuse-moi, mais cette fois, cette américanisation-là des jeunes start africains qui pensent que lancer start-up, ça demande euh, euh, juste s'asseoir sur un lit et avoir une idée cliquante comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, moi, je lance des startups, j'aide les gens, ok? J'investis et je peux te dire que ce n'est pas du tout facile. Ça ne se passe pas comme ça. Si ça se passait comme ça, bah, tu vas déjà me voir peut-être sur 2 fois, 4 fois sur Paris en train de siroter peut-être euh, euh,
un café ou bien peut-être de me C'est voir sûr. sur les Buckingham Palace en Angleterre. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Ça prend vraiment du temps. Donc, c'est ce que je peux dire sur ça, en fait. Je l'entends parfaitement et c'est compréhensible. C'est très juste que tu relèves que les actionnaires, la plupart des actionnaires sont nord-américains de Wave. Euh, Ça pose également, ça montre également en importance, ça met en importance un fléau, un petit fléau, c'est que les actionnaires de la diaspora n'ont pas suivi ou n'ont pas pu suivre en termes de puissance financière à hauteur des Américains. Donc ça, c'est également un facteur à prendre en compte. L'américanisation, pardonne-moi, du start-upper en Afrique ou même en France, on a le cas. On a des gens comme, oui, comme on les a cités plus tôt, mais qui eux sont restés, voilà, entre guillemets, franco-français droit dans leurs bottes, entre guillemets, en termes de mindset, d'état d'esprit. Mais on a beaucoup également de gens qui pensent qu'ils vont avoir une idée, ils créent un site web, blablabla, ils font deux, trois solutions dans l'offre. Peut-être des MRR, hein, des Monthly Recurrent Revenue, donc des revenus récurrents mensuels, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Et après, ils se voient sur une plage à Dubaï, n'importe où, bref. Et c'est pas ça. Il faut dire que la vie d'un start-upper, comme la vie d'un entrepreneur de manière plus générale, c'est des cernes, c'est des cheveux blancs, c'est du stress, c'est de la prise de poids, c'est des trucs de fou. C'est pas fait pour tout le monde de monter une start-up. Et quand on ose monter une startup et qu'on ose aller auprès de quelqu'un pour lever des fonds, pour se faire financer ou pour simplement avoir un avis dessus, il faut être droit dans ses bottes. Il faut pouvoir se voir dans le miroir et savoir répondre à chaque question. Euh, Quand on lance une startup et qu'on ne sait pas, on veut combien déjà? Ou alors quand on dit, tiens, si je te donne 10 millions de francs CFA, tu vas faire quoi? Quels sont les piliers avancés, les secteurs sur lesquels il faut avancer? Est-ce que c'est plus la sales, la vente? Est-ce que c'est plus la scalabilité, etc. Ils ne le savent pas. Alors oui, ils ont besoin de conseils, etc., mais il faut qu'il y ait un minimum de connaissances, de formation. Euh, on n'est pas là, entre guillemets, j'ai des idées de start-up, mais je sais que ça doit se bosser en interne afin de faire éclore des projets. Et dans les projets, il y aura forcément des échecs, et c'est très bien comme ça. Seulement, l'américanisation de la société, Netflix et compagnie, YouTube et compagnie, font croire que oui, je lance une startup, je suis dans ma chambre, demain je fais un site web, la semaine prochaine, je sirote un cocktail. C'est pas ça. Euh, c'est des risques, c'est des échecs, c'est des grosses chutes, et c'est des énormes réussites. Euh, Maintenant, il faut se former à ça et il faut avoir la tête sur les épaules. Pourquoi pas, encore une fois, on en revient, surtout dans chaque podcast, on revient sur ça, mais pourquoi pas une startup africaine qui s'assume? Une startup avec un nom euh, connoté ouest-africain, connoté, je sais pas, togolais, pourquoi pas une startup avec un design aux couleurs chaudes qui peut rappeler par exemple le Togo, on va prendre le Togo en exemple, mais pourquoi donner un nom anglais? Pourquoi vouloir copier la Silicon Valley? C'est également des choses à prendre en compte. Je vais te laisser conclure pour ce podcast et je vais également te laisser parler un petit peu de l'afribrainisme. On a quelques minutes encore devant nous. Je te laisse en parler. D'accord, super. Merci beaucoup pour ton retour. Donc, pour rebondir rapidement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. D'accord? Comme tu viens de le dire, on ne peut pas juste lancer une startup comme ça en l'air. Et surtout pour le côté culturel de l'Afrique, il faut plus partir sur des noms un peu plus africains. Il faut plus rentrer dans ce que j'appelle encore une fois l'Afrique brainaise dont je vais parler tout à l'heure. Donc, pour ma part, pour conclure rapidement, je pense que aujourd'hui, il faut juste créer, d'accord, euh, un nouvel écosystème global. D'accord, aujourd'hui, on a déjà quelques licornes africaines comme Flutterwave, comme Wave encore, qui prouvent déjà que ils peuvent se scaler, d'accord. Et aujourd'hui, le rôle des diasporas africaines, ça sera aussi de chercher d'abord le capital, le savoir-faire, d'arriver à faire le point avec l'international surtout, parce qu'aujourd'hui, on sait que ceux qui sont en diaspora africaine n'aiment pas, ok, faire le pont, n'aiment pas faire la liaison. Aujourd'hui, je pense aussi il faut les incubateurs d'accord solides avec des politiques publiques d'innovation, avec des éducations entrepreneuriales. Et je pense que sur ça, on est déjà en train de lancer un projet en commun, Brainpa Academy. OK? Quelqu'un m'a dit pourquoi est-ce qu'il y a un nom anglais? Ouais. Un anglais parce que Brainpa Academy, il y a déjà un sens OK, en langue terroir chez nous. C'est pourquoi on l'a choisi. Et je pense que déjà sur ça, on pourra bien évidemment aider les gens OK, à comprendre la nécessité de se former avant de se lancer en sorte de comprendre
quand je prends le fonds, quand je prends comment dire, le financement, dans quel département je l'investis? Est-ce que je me forme au CRM, au logiciel de gestion client, relation client, tout ce qui va avec, ou bien tu vois, me lancer dans le côté marketing, finance, tout ce qui va avec. Donc, la Branding, rapidement, c'est ce courant-là qui va prôner encore une fois le retour à la source des Africains, ok, en utilisant comme seule source, ok, leur mindset, leur mentalité, leur savoir-faire, pour pouvoir sortir l'Afrique, d'accord, de l'inconsistance financière, sortir l'Afrique, encore une fois, de la déconfiture intellectuelle. Et l'Afrique bénie se repose sur quelques piliers qui sont très intéressants. Et ces piliers-là, ok, partent du principe qu'aujourd'hui en Afrique, c'est capable un Africain, ok, de développer son pays, de développer son continent, ok, grâce, d'accord, à sa mentalité, grâce à des connaissances, ok, assez africaines. Quand je parle des connaissances assez africaines, ce sont des choses, ok, des réalités de chez nous qu'on arrive, d'accord, à développer. Et je pense que c'est sur ça que réellement se base l'Afrique Brandis. L'Afrique Brandis ne copie pas, mais ne copie pas une pensée, non, non, mais l'Afrique africaine que réellement, on peut sortir de l'inconsistance, on peut sortir des problèmes, encore une fois, tout en allant aux sources, tout en comprenant que ben, c'est possible, encore une fois, de le faire grâce à notre mindset, qui est notre plus grand. Parce que le cerveau africain, c'est le cadeau le plus magnifique que l'univers puisse nous offrir. Je pense que pour ma part, c'est un peu ça. Merci à toi et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment, vraiment du solide. Yes, on va laisser écouter ce podcast sur Spotify. N'hésitez pas à nous suivre. On se retrouve pour un prochain podcast, Mr. Davis. Salut à toi. Merci beaucoup, HD. C'est toujours la famille. Merci beaucoup. Tchuss, bye.